Bonjour, donc je vais vous présenter ce qu'est notre média, puisqu'il est encore en cours de lancement, donc on est non seulement un pure player, mais un pure player nouveau, et en phase donc de démarrage. On a une version bêta qui est en ligne depuis quelques mois, sur la partie que je vais principalement vous présenter et pour laquelle le FINP nous a soutenu, on n'est pas encore prêt et pas encore en version donc de service tel qu'on le voudrait. Le concept donc de départ, c'est ce que dit la baseline de cette présentation, c'est à la fois un média et un service, les deux organisés autour des données. Et c'est une offre donc complète des deux sur une même plateforme. Le principe de la partie média, c'est d'être orienté donc sur des choses qui sont très riches en données, qui sont à la fois du fact-checking, donc qui est vraiment l'ADN premier de la partie média de nos contenus, et du data journalisme, donc qui, lui, bien sûr, par construction, est très orienté données. Alors, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Parce que on trouvait que justement en matière d'offres de données, d'offres de médias supportés par les données, on avait quelque chose d'assez pauvre dans le paysage actuel, et notamment par rapport à plein de choses qui se sont lancées, qui existent dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Mais on trouvait qu'il y avait un contexte très favorable. Si j'arrive à passer. Un contexte très favorable à ce type d'offres. Et d'ailleurs, en fait, vous les voyez émerger beaucoup. Vous voyez émerger beaucoup dans des pastilles de médias existants ou comme pure player cette offre de contenus très particuliers. Donc, ce sont des contenus très plats en matière éditoriale, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'angles possible, il y a vraiment un retour sur les faits et sur les données, et c'est ça, nous, qui nous semblait extrêmement intéressant de produire sous forme d'un pure player. Quand on regarde aujourd'hui directement à ce qu'on peut voir dans le paysage et que vous devez connaître en bonne partie, je mélange des offres françaises et des offres étrangères, vous avez ce vrai gros développement d'une offre autour de l'analyse de la parole publique, de l'analyse du débat public, supportée par justement de la data, des data visualisations en pagaille, on va dire, pour analyser un élément du débat public, une prise de parole d'un responsable politique, par exemple. C'est le genre le plus usuel dans le fact-checking. D'ailleurs, PolitiFact, qui est le plus ancien pure player acteur de ce genre aux États-Unis, fait ça toute la journée et fait ça quasi exclusivement. On vient vérifier ce que dit un responsable, donc on va être pas du tout dans l'opinion ou dans le registre de l'analyse, mais on va être dans le décortiquage et la démonstration. Et donc on va s'appuyer, on aura le besoin de s'appuyer énormément sur des données. On va prendre un exemple d'une prise de parole sur le chômage, sur la croissance, sur des sujets sociétaux, je sais pas, la délinquance ou autre. Et ben on va revenir aux données pour voir si le responsable dit vrai ou faux. Et ça nous semble à la fois quelque chose, ce que je disais ce que je mettais un petit peu de manière un peu plus détaillée dans les slides précédentes, une demande très forte aujourd'hui dans l'univers des médias, c'est de revenir aux faits, de revenir à cette analyse extrêmement épurée des sujets d'actualité et de se retourner vers ce qui permet de les étayer, ces vérifications, c'est-à-dire les faits bruts ou les données brutes. Donc on voit, là vous connaissez certainement par exemple les décodeurs du monde qui existe depuis 2009 mais qui depuis l'an dernier est devenu une rubrique à part entière du monde et qui d'ailleurs rencontre un très fort succès, qui est très mis en avant sur le site et qui est complètement en fait dans le genre de ce que nous on fait en contenu éditorial comme pure player, c'est-à-dire du journalisme explicatif. On vient dire les départementales, comment ça marche, du fact-checking et de la data visualisation, du data journalisme. Et donc on voit ça, je mets par exemple les deux exemples des pastilles radio que sont le vrai faux de l'info sur Europe 1 ou le vrai du faux sur France Info, c'est un genre donc qui monte en puissance dans pas mal de médias.
Juste pour l'exemple, deux choses que vous connaissez peut-être aux États-Unis qui sont des pure players complètement concentrés sur ce type de journalisme, que sont Vox et 538, qui étaient lancés par un ancien du New York Times pour l'un, un ancien du Washington Post pour l'autre, qui sont vraiment des médias nouveaux, totalement neufs, créés en 2014, et qui sont avec un ADN purement fact-checking, data journalisme, journalisme explicatif. The Upshot, qui est la section du New York Times, qui a été créée pour répondre en fait à ces pure players. Alors, donc nous, ce que l'on fait dans la partie média, je le disais, ce sont des articles comme ça, de fact-checking pour à peu près un tiers de nos contenus d'articles, du journalisme explicatif pour remettre en perspective, en contexte, un élément du débat d'actualité, et beaucoup de data journalisme. On a une newsletter quotidienne, on parlait des newsletters juste avant dans l'atelier précédent, on a une newsletter quotidienne sur les chiffres du jour, donc on est là complètement dans la data, c'est-à-dire qu'on vient illustrer 3 données, principalement macroéconomiques, mais ça peut être aussi des données sociales, sociétales, publiées le jour même, et donc on envoie en fin d'après-midi à nos abonnés, et qui mettent en graphique, on n'est que sur des data à visualisation interactive, donc les gens peuvent, c'est pas des images PNG ou JPEG, c'est vraiment du graphique interactif, donc les gens qui ont un usage potentiellement professionnel de ça, qui veulent retrouver les chiffres à la virgule près, à la décimale près, peuvent aller sur le graphique, naviguer dessus, retrouver les chiffres précis, voire télécharger des chiffres avec un tableur ou revenir avec le lien sur la source primaire, parce qu'on donne évidemment les chiffres qui viennent d'une source brute originelle en matière de proposition d'offres de données. Et on a, en plus de cette newsletter quotidienne, on en met partout dans nos articles en fait. Des infographies interactives, des cartes interactives. Quand on fait du journalisme explicatif sur par exemple quelque chose qui a lieu dans un endroit du monde où la géographie est mal connue, on a toujours des cartes interactives pour expliquer comment les choses se passent, par exemple pour des choses au Nigeria sur Boko Haram, pour des choses en Syrie ou en Irak, évidemment, on a toujours dans ces cas-là une démarche de cartographie, et sinon d'infographie, et dès qu'on est dans les sujets économiques et sociaux, beaucoup de graphiques et de chartes. Et donc ce qu'on veut créer à côté, et en complément, c'est-à-dire c'est à la fois c'est une offre liée, mais qui nous semble tout à fait cohérente, c'est une véritable usine de données où les gens peuvent retrouver tout ce qui peut exister, qui peut les intéresser en matière de données publiques et qui est en général très complexe d'accès. Ce qu'on a pour les fondateurs, on est plusieurs à être des statisticiens. On se rend compte que même pour des professionnels, c'est compliqué, car si vous allez sur le site de l'INSEE ou sur le site de l'OCDE, de trouver la donnée que vous cherchez, de la trouver facilement en un temps assez court, et de pouvoir la visualiser, d'être sûr de ne pas vous être trompé, parce qu'on a en général plusieurs qui sont à quelques différences méthodologiques près, des données assez similaires. Donc l'ergonomie, le confort de recherche, le temps passé à ça, c'est quelque chose de très lourd. Et donc, ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'essayer de mettre toutes ces données, grâce aux technologies actuelles, et en l'espèce, c'est le projet qu'on avait soumis au FINP qui a été retenu, grâce aux technologies actuelles, d'aller aspirer ces données, de les récupérer dans une base de données organisée. Donc là-dessus, c'est d'utiliser les meilleures technologies actuelles en matière de construction de bases de données pour aller rechercher ces données du web avec les API disponibles ou avec des calls HTML pour aller rechercher les fichiers de données, et de retrouver ces données de manière très simple, très intuitive, très facile, avec des mots pour des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement des experts de ces données-là, de les retrouver très facilement. Et donc ce qu'on veut proposer, ça c'est un service à part entière. Donc, ce que je mettais dans la slide précédente, c'est un service à part entière de base de données, d'accès à des données, et ça vient irriguer tous nos contenus. C'est-à-dire que dans nos contenus, on a non seulement ce qu'on veut mettre vraiment en évidence, et puis on a un système un peu exclusif en écriture web, d'annotation. Il y a un petit plus à côté du texte, et un bout de texte surligné. Vous allez dessus, et ça vous fait un spoiler dans lequel vous voyez apparaître des graphiques, des vidéos, enfin tout ce qui peut vous servir en complément d'information, système d'annotation un petit peu, puis vous refermez le spoiler si ça vous intéresse pas, mais qui vous permet de vous
vous immerger autant que vous avez besoin, là encore donc dans une vocation assez professionnelle dans la démarche, en matière d'utilisateurs visés, d'aller rechercher justement ces données complémentaires, ces données qui peuvent vous concerner comme lecteur. Et donc l'idée, c'est une vraie logique de service qu'on veut proposer en plus de nos contenus médias, c'est que les gens viennent utiliser ces données-là, puissent les réutiliser s'ils en ont des besoins professionnels. Par exemple, les gens qui se disent c'est exactement le graphique que je cherchais, je vais d'ailleurs comparer deux données, c'est celle que je voulais, et je vais les réutiliser dans un PowerPoint pour la présentation à mon COMEX, à mes clients, à qui je veux. Et je vais avoir donc trouvé ça, alors que sinon, si j'avais vraiment fait ma recherche sur le web, c'était potentiellement 2-3 heures de recherche et avec en plus des risques de me tromper. Là, je les sauvegarde, je peux les remettre à ma sauce avec une donnée, par exemple, de mon entreprise, si je veux comparer, je sais pas moi, une évolution de chiffre de vente avec une évolution de l'inflation sur le marché, je vais retrouver ça. Et alors, qu'est-ce qu'on propose comme modèle économique pour finir autour de ça? On s'est dit, naturellement, c'est un modèle abonnement. D'abord, on n'est pas fait pour un modèle de gratuit. Pour dire la première des choses, en fait, au début, ça nous plaisait pas de toute façon d'être sur un modèle de gratuit et d'essayer de faire beaucoup de contenu, même si le fact-checking en lui-même, c'était les décodeurs et quelque chose d'assez addictif, marche très bien sur les réseaux sociaux, on peut faire pas mal de clics. C'était pas ce qu'on voulait, nous on voulait avoir sur le site internet une lecture très zen. Donc on est très content d'avoir un minimum de pub, même s'il y a quelques contenus gratuits, donc on laisse un peu de pub, mais on a privilégié dans la construction de notre site internet une offre extrêmement épurée, très 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 agréable à lire. Donc c'est ce qu'on voulait, parce que comme justement on a beaucoup d'infographies, de data visualisation, c'est déjà assez riche en soi, pour pas être perturbé en plus par d'autres choses et avoir un site sapin de Noël. Donc, ce que de toute façon, la proposition de valeur avec le service qu'on propose de base de données nous semblait naturel de faire, c'était d'envisager un système sur abonnement. Donc, on a un système avec deux offres. Une offre grand public à 5 € par mois, qui en fait donne accès à tous les contenus. Et on laisse à peu près 10-20% de nos contenus en gratuit parce que, comme je le disais, on a quand même un peu de pub. Et puis, ça fait évidemment démonstration de ce qu'on peut vouloir proposer aux lecteurs. Donc, c'est une façon de recruter des abonnés. Mais sinon, donc l'offre grand public, c'est tous les contenus. C'est tout l'accès à ce data center, à cette data refinery que j'évoquais de manière illimitée. Donc, il n'y a pas de moindre accès par rapport à l'offre pro que je vais évoquer après. Et donc, c'est évidemment la newsletter quotidienne, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans une offre d'abonnement. Et en fait, l'offre pro, elle se distingue vraiment dans cet usage des données. Elle est à 25 € par mois. Elle se distingue dans cet usage des données où c'est la récupération à l'usage un peu plus professionnel, c'est pour ça qu'on la baptise comme ça, de ce que la data visualisation va être. C'est-à-dire qu'on va permettre aux gens évidemment d'enlever tous nos logos, d'utiliser la donnée soit en image de haute résolution, soit pour PowerPoint, soit pour Excel, donc de retrouver les fichiers sources des données, pouvoir les retravailler dans leur coin. Tout ça, fait partie de l'offre pro, c'est proposé dans cette offre-là, et celle-là, elle est à 25 € par mois. Et juste pour terminer, en fait, sur la chaîne de valeur, sur la question de cet univers des bases de données, il y a plein de gens, il y a des très grands noms que vous connaissez évidemment en matière d'offres de bases de données pures comme Bloomberg, Thomson Reuters. On se positionne en voulant vraiment être assez disruptif sur ce marché-là, parce qu'on se positionne avec des tarifs pour l'offre pro qui sont à peu près 100 fois moins élevés que les offres de Bloomberg et de Reuters. On ne proposera pas exactement le même produit, mais on proposera un produit quand même extrêmement riche, avec des millions de séries. Donc on est sur quelque chose qui nous semble très intéressant pour les gens qui, alors quand on est en salle de marché, qu'on a besoin d'un Bloomberg, objectivement, notre offre ne sera pas une offre qui remplacera ça, mais pour les gens qui s'intéressent aux données, qui regardent les contenus médias et le journalisme avec une vocation justement un peu particulière, un chercheur, un étudiant, un pro qui a besoin d'aller assez loin dans le détail et qui ne peut pas se contenter d'un article un peu superficiel sur quelque chose, et bien il a les données brutes associées à ce fait d'actualité qu'il a vu dans d'autres médias. Chez nous, il a donc tout cet accès en profondeur aux bases de données qui correspondent au sujet qui l'intéresse. Voilà donc l'offre qu'on propose. Merci. Merci. Moi, je vais vous parler donc du Parisien et surtout de ce qu'on a mis en place au Parisien autour d'une cellule qu'on appelle Data Innovation.
Donc là, je vais vous parler de data journalisme ou de data visualisation. En fait, ça recoupe pas mal de termes différents. Pourquoi on a mis ça en place? En fait, on est parti de 3 constats. Le premier constat, c'est l'hypermédiatisation, Et puis, les récents événements nous l'ont montré. Récemment, il existe aujourd'hui une multitude d'informations, que ce soit les sites d'infos, bien entendu, les radios, les pure players, les chaînes d'infos en continu et bien sûr les réseaux sociaux. Et donc, face à cette masse d'informations, un titre comme Le Parisien devait affirmer sa singularité pour justement ressortir un peu de ce flux, cette masse d'informations, en proposant des formats de lecture différents pour attirer et fidéliser une nouvelle audience. Le deuxième constat, c'est on constate aussi la consommation des nouveaux formats de lecture. Aujourd'hui, on passe de plus en plus par le visuel, les grands formats, la vidéo. Et en même temps, on constate un temps pour consommer cette information de plus en plus restreint. On veut toute l'info tout de suite. Et donc la data visualisation répond à cet objectif. En fait, on met en forme une histoire d'une information qui est souvent très complexe, dans un format qui est visuel, qui est compréhensible et interactif en plus. Donc à travers la data visualisation, on donne la possibilité à l'internaute de pouvoir interagir avec l'information et de faire sa propre opinion. Et enfin, le troisième constat, c'est une évolution du contexte juridique, politique et technologique. En fait, depuis 4-5 ans, effectivement, on assiste à une libéralisation des données de part des collectivités, des administrations. En fait, aujourd'hui, on considère que l'information publique, c'est un bien commun qui est d'intérêt général et public. Donc, on parle de quelles données? Aujourd'hui, les données, effectivement, elles sont très hétéroclites. Elles sont disponibles sur l'ensemble du web. Aujourd'hui, on peut aussi bien connaître le nombre d'implantations de cèdres ou de platanes à Paris, ou même des canisettes, que l'accès des Wi-Fi gratuits, et aussi bien là on a récupéré il n'y a pas longtemps les données budgétaires et fiscales des 56 000 communes en France, depuis les 10 dernières années. Alors je vous laisse imaginer un peu la complexité et le nombre de données que ça représente. Si derrière vous n'avez pas les experts et les outils pour pouvoir les utiliser, c'est un peu complexe. Et pourquoi technologique? Alors là aussi, on a depuis ces dernières années, on voit que c'est pas si compliqué que ça finalement de pouvoir utiliser ces données-là. On a des outils qui sont à disposition sur le numérique, sur le web, et en plus de ça, très souvent en open source. Donc, par rapport à tout ça, nous, aux Parisiens, on a vu une opportunité à travers cette data visualisation pour répondre justement à ce qui fait l'ADN du Parisien, donc un journal qui se veut grand public, donc accessible. On rend plus facilement l'accès à l'information, aussi bien que ce soit de manière géographique ou en termes d'émotion. Un journal qui est citoyen, vous le disiez tout à l'heure aussi, la data peut être aussi très servicielle. Et donc on devait se positionner là-dessus comme un acteur majeur en termes de data visualisation. La timeline, à partir du moment où on a effectivement validé le business plan du projet, ça c'était en février de l'année dernière, on a fait un petit audit en interne pour voir un peu justement les forces en présence, les compétences qui étaient disponibles. Et puis on a constitué la cellule à partir du mois de juin, dès le 1er juin, avec le recrutement d'un chef de projet, d'un responsable de la cellule Data Innovation, pour déjà mettre en prod dès le mois de juillet un premier format long. Donc format long, je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples autour de Bretigny, suite à l'anniversaire. Et puis, vous en parliez aussi tout à l'heure, des tableaux de bord. On a commencé à créer un premier tableau de bord autour des retraites, et ça c'était au mois de novembre. Donc bien sûr, il y a eu plein d'autres initiatives. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Mais ça a été une mise en place à partir du moment où on a eu le go justement du fonds. Je pense qu'on a su constituer une équipe assez rapidement et de manière très pragmatique, efficace aussi et opérationnelle. Justement, cette équipe aujourd'hui, donc il y a 3 personnes pour l'instant. Donc ce ne sont pas des journalistes. Ce sont avant tout des experts dans leur métier, donc un chef de projet qui coordonne avec la rédaction, avec la technique et puis même aussi avec la régie, justement les différents produits qu'on pousse à travers la cellule.
On a un expert graphique, un graphic designer, qui pense avant tout justement en termes de visualisation de l'information. Un développeur qui est un peu le mouton à 5 pattes, mais qu'on a trouvé, qui fait aussi bien du back que du front. Et là, on est en train d'envisager de recruter aussi, on appelle ça un data scientist, qui justement, on se rend compte qu'effectivement, l'exploitation des données, quand il y en a beaucoup, ça devient très vite complexe. Et donc là, on a besoin de quelqu'un qui va avoir un peu de recul justement par rapport à ces données-là et qui va pouvoir échanger avec les journalistes pour envisager des histoires beaucoup plus complexes et beaucoup plus pérennes. Enfin, pérennes, je veux dire dans le format qu'on va mettre à disposition de notre audience. Alors il y a une chose sur laquelle j'assiste à chaque fois aussi, effectivement, quand on monte une cellule data innovation, il faut absolument, en tout cas je pense, c'est ce qu'on a fait aux Parisiens, la mettre au sein même de la rédaction. Sinon ça ne marche pas. Aujourd'hui, je parle en tout cas pour mes confrères qui sont pas mal dans la salle. Aujourd'hui, on a encore besoin d'évangéliser nos journalistes, notre rédaction. On n'entend pas beaucoup parler de data visualisation, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire beaucoup d'expertise, savoir utiliser les outils, c'est pas évident. Savoir aussi dialoguer avec les journalistes, comprendre aussi leurs problématiques. Nous, la cellule, on l'a mise, donc même si elle m'est rattachée, elle est aujourd'hui physiquement au sein même de la rédaction. Elle parle tous les 5 minutes avec les journalistes et la force de l'exemple permet justement de faire venir des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, journalistes qui ont une idée derrière la tête et à travers justement l'interaction avec le chef de projet permettent de mettre en œuvre quelques éléments de DataVis. Enfin, la feuille de route que j'ai fixée moi à cette cellule, c'est comme je viens de vous le dire, c'est évangéliser la rédaction à ces nouvelles techniques. Je ne pensais pas que ça allait prendre aussi vite, ça a été assez rapide finalement. Il a suffi de un ou deux exemples de produits réussis pour que finalement aujourd'hui il y a l'ensemble de la rédaction, alors nous ce qu'on appelle le desk qui est plutôt on va dire web dédié, l'ensemble de la rédaction, que ce soit le tronc commun avec les services politiques, on l'a vu sur le départemental notamment, que les éditions en local, aujourd'hui ils passent par la cellule pour proposer des sujets. Donc on avait un peu peur au départ qu'il n'y avait pas assez d'initiatives dans ce sens-là. Aujourd'hui on croule un peu sur les demandes, donc on est un peu obligé de prioritariser les demandes. L'autre chose que j'ai demandé aussi, c'est de créer donc de nouveaux produits justement pour montrer le poids et l'importance de ces éléments enrichis. La prochaine étape, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir mêler la DataVis avec la vidéo. Il y a de belles initiatives qui ont déjà été faites dans ce sens-là. Alors c'est pas simple. Là aussi, ça demande d'autres expertises, d'autres techniques, notamment autour de la réalisation de la vidéo. Mais on va y arriver. Et puis, bien entendu, toujours avec une optique d'essayer de financer, monétiser ces éléments-là. Donc, il y a une logique qui est un papier enrichi, interactif. Ça permet effectivement de générer plus d'audience parce qu'on le voit bien effectivement à travers les réseaux sociaux qu'un élément enrichi, un papier enrichi génère un peu plus de clics et surtout ça génère une audience qui est plus engagée. Aujourd'hui on constate en termes de résultats, les premiers résultats qu'on a, c'est un papier enrichi en DataVis fait 7 fois plus de pages vues par visite et augmente le temps de lecture. Et on a à peu près 15% de durée sur un papier qui est supérieur par rapport à un papier qui n'est pas enrichi. Bien entendu aussi, ça a une mission transverse, cette cellule-là, qui est de venir aussi enrichir l'offre premium du Parisien. Donc imaginez des produits beaucoup plus complexes, effectivement, ou serviciels. Et puis l'idée aussi, pourquoi pas, demain, c'est d'envisager de faire un peu ce que vous faites. C'est d'apporter des solutions pour d'autres, peut-être pas d'autres médias, je sais pas, quoique. Mais on voit bien que c'est des questions que pas mal de gens se posent, que ce soit des annonceurs ou des administrations, et que souvent ils n'ont pas les équipes à dispo pour pouvoir le faire. Donc nous, on se propose de pouvoir le faire pour eux, avec l'expertise qu'on a mis en place. Donc la data visualisation, c'est bien quand on en parle, mais c'est quand même mieux quand on le montre, c'est un peu le but. Alors je vais essayer de vous montrer une vidéo qu'on a faite qui synthétise un peu tout ça.
si ça marche, voilà. On a essayé de répertorier en fait un peu justement l'ensemble des. Alors ça va aller pour certains trucs, ça va aller assez vite. Donc là, c'est par exemple des éléments enrichis qu'on a mis en place pour au moment de l'épidémie d'Ebola, avec des graphiques qui représentent. Ouais, voilà, ça va très très vite. Mais il y en a d'autres qui représentent donc du coup justement l'évolution de l'épidémie. Là, on a eu l'affaire du Mistral, avec justement comment dire, cette polémique autour de la vente d'armes à la Russie. Et en fait, on constate à travers la visualisation, si on remonte jusqu'en 2009, que le premier comment dire, client de la France, ce n'est pas la Russie, mais l'Arabie Saoudite. Et on le voit sur différentes périodes. Donc voilà, donc là, c'est l'interactivité qu'on propose justement à notre audience, c'est de pouvoir lui faire sa propre opinion à travers justement les différents. Ça va très très vite, excusez-moi. Là, c'est une autre donnée un peu plus servicielle. On a mis en place une cartographie des endroits où on sert la soupe populaire. Alors vous me direz, oui, effectivement, c'est plus à destination des associations, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des endroits, en fonction des jours de la semaine, ça change d'endroit, et donc on ne sert pas ces repas-là au même endroit en fonction des jours de la semaine. Riche média, multimédia, les cartographies. Il y a eu aussi ça, je pense que tout le monde l'a vu, avec la polémique autour des feux de cheminée en Île-de-France. On n'a plus le droit de faire des feux de cheminée. Ça dépend, en fait, ça dépend de là où vous habitez. Donc là aussi, on donne la possibilité à l'internaute d'aller voir précisément lui où il habite et est-ce qu'il est concerné ou pas par la réglementation. Des frises chronologiques, pareil. C'est de revenir un peu en arrière, revoir l'historique d'une histoire. Là, donc là, il s'agit de la comète Rosetta. Donc voir un peu justement tout l'historique qu'il y a pu y avoir à travers cette sonde spatiale qui a été envoyée, avec donc tous les éléments enrichis. Donc tout ça, tous ces éléments-là, tous ces outils qui sont utilisés, vous les trouvez aujourd'hui à disposition sur le web. Alors après, il faut avoir des gens qui savent les utiliser. Vous pouvez après les tuner un peu à votre sauce, les personnaliser. Bon là il faut sortir un peu d'argent, mais c'est vraiment pas grand chose. Mais vous pouvez faire déjà des choses très intéressantes. Là la même chose aussi, ça c'est pas un outil qu'on a développé, c'est le avant-après en photo. Bon. Voilà, ça vous permet de voir un peu la situation avant-après les bombardements. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des éléments vraiment, enfin entre guillemets assez simples. C'est vraiment les premières choses qu'on a mis en place dès le moment où on a monté la cellule, justement pour montrer à la rédaction ce qui était possible de faire, envisagé de faire. Un format long, un peu plus complexe, et là ça a demandé justement la collaboration de deux journalistes qui sont vraiment prêtés au jeu, et en fait quand ils ont vu justement la possibilité que donner ces nouveaux outils, ces nouveaux formats de lecture, ils sont un peu croulés en fait sous les demandes. Donc la possibilité d'intégrer effectivement des vidéos d'interviews de journalistes, de présenter les différents acteurs de l'événement en question d'une manière différente. Voilà, d'avoir un décryptage de cette information-là aussi. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup aimé à faire. C'était le Tour de France des meetings de Nicolas Sarkozy quand il se présentait. Voilà. Vous avez différentes formes de visualisation qui vous permettent justement de voir un peu les interactions que représentent les sympathisants de Nicolas Sarkozy notamment. Voilà, donc je pense que là vous avez une bonne étendue de ce qu'on est susceptible de pouvoir faire. Normalement, on a autre chose derrière. Ah, voilà, le tableau de bord, vous le disiez effectivement tout à l'heure,
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe l'INC notamment, mais c'est vrai que c'est assez compliqué des fois de récupérer une information donnée. Donc là, ça, c'est des données qu'on n'a pas inventées, hein, c'est des choses qu'on a été chercher. Principalement effectivement à l'INC. Et là, l'idée, c'était de pouvoir regrouper un seul et même endroit justement tout ce qui concernait les retraites, mais de manière chiffrée. Voilà, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors bien entendu, ça a été à chaque fois, bien sûr, c'est validé par la rédaction, par un journaliste. On permet de donner tous les éléments à dispo à notre audience, à nos internautes, pour qu'ils comprennent les discussions, les débats qu'il peut y avoir autour des retraites notamment. Et là, on prévoit d'en faire quelques-uns de plus en fonction de l'actualité. Et enfin, le dernier format long qu'on a fait, là, c'était sur Je suis Charlie. On s'est rendu compte qu'effectivement, à un moment, il y avait une masse infinie d'informations qui avaient été produites autour de cette affaire-là, et que, à un moment, quand vous le publiez sur votre site internet, ça s'éparpille, ça se perd, ou alors on voulait récupérer nous dans une rubrique dédiée. Et on est passé par la cellule data pour justement avoir une mise en forme qui soit beaucoup plus interactive que ce qu'on présentait jusqu'à maintenant, en regroupant justement toutes les infographies, les vidéos qui ont été faites au moment des faits. Et là, c'était juste pour vous montrer une collaboration avec l'infographie, parce que l'infographie aujourd'hui, elle existe au Parisien, mais elle est rattachée à la rédaction. Et là, on a repris une infographie qui était parue dans le journal, et on l'a juste rendue un peu interactive, de manière un peu plus ludique, justement. Voilà. Et voilà. Et après, ça recommence. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez. Sinon, ça rentre pas dans la caméra. Oui, donc bonjour, Frédéric Bonnard de France Média Monde. J'ai une question sur le nombre de vues générées par ce genre de format. Par exemple, celui sur l'UMP, il y a combien de vues? C'est une bonne question. Je ne les ai pas en tête. Non, ce que je disais tout à l'heure, tu es arrivé un peu en retard. Mais en général, ça génère 7 fois plus de pages vues par visite que sur un papier normal, qui n'est pas enrichi. Là sur l'UMP, je pourrais pas te dire, il faudrait que je regarde, mais là la complexité aujourd'hui, c'est que c'est un sous-domaine qu'on a créé spécialement pour ce site, pour atelier.leparisien.fr. Si vous voulez voir d'autres exemples, vous allez sur ce sous-domaine-là. Et donc aujourd'hui, c'est encore, ça date d'il y a quelques mois, donc on a très peu. On bénéficie pas encore de toute la puissance du site du Parisien pour faire beaucoup d'audience. Mais en fait, ce qui est vraiment repris, c'est les éléments qui sont créés et qui sont embeddés dans les articles, qui sont eux sur le parisien.fr. Voilà. Mais je sais que, par exemple, Je suis Charlie, le format long, aujourd'hui, le fait qu'il y ait tout cette contexte autour de l'affaire fait que le site remonte très bien dans les moteurs de recherche, notamment Google. Merci. D'autres questions? Dans la foulée, justement, des tableaux de bord que vous avez montrés, est-ce que vous envisagez de mettre à disposition des données brutes, justement, pour faire un data store comme le Guardian Oui, complètement. Justement, on envisage de faire ça. On envisage aussi d'autres choses, mais justement de manière plus B2B. On veut voir comment, d'une manière ou d'une autre, on peut mettre à disposition ces données-là. On veut même aussi inviter nos internautes à nous envoyer de la donnée, à contribuer justement à de la donnée. Donc là, d'ailleurs, je vous invite le 26 et 27 mars prochain, donc jeudi, vendredi, là. On organise les Hack Days aux Parisiens, et justement ça va être autour de ces problématiques-là. C'est comment on arrive à solliciter nos audiences pour qu'eux-mêmes contribuent à l'enrichissement des données brutes. J'avais une autre question. Par rapport justement, dans l'équipe, vous avez bien précisé que ce n'était pas des journalistes. Le chef de projet, par contre, le coordinateur, pourrait être un journaliste ou pas, selon vous?
Ah, il pourrait être, bien, tout à fait, oui. Il pourrait être un journaliste, oui, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que ça requiert pas mal de technicité, donc il suffit qu'il soit un peu geek, effectivement, et qu'il soit... ce qui fait aussi la force de ça, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui sait parler aux journalistes et à la rédaction, qui connaît très bien leurs problématiques, et puis surtout qui amène tout le monde justement, qui propose des solutions. C'est en gros, en général, c'est jamais un problème. Un truc qui paraît complètement une montagne, en fait, c'est jamais un problème. Alors, très souvent, quand on passe au mode opérationnel, c'est un problème, mais on prend le temps et on essaye justement de faire en sorte que ça sorte quand même. Donc c'est lui qui fait le lien avec les journalistes et Tout à fait. quotidiennement, comment ça s'organise au niveau de la conférence de rédac? Il assiste à la conférence de rédac. En fait, nous, la configuration aux Parisiens fait que les bureaux qui sont, notamment du web, sont à 5 mètres de la conférence de rédac, de la table de conférence de rédac. Donc, ils entendent, même en travaillant, ils écoutent la conférence de rédac. Ils font aussi les conférences de prève, qui est le jeudi, je crois. Donc, ils assistent à tout ça et ils peuvent être, du coup, apporteurs de solutions, justement, à ce moment-là. Et là, justement, sur le départemental, on avait cette problématique-là qui était que c'est toujours très compliqué de mettre en place les résultats d'élections, parce qu'il faut se brancher avec le ministère, etc. Et donc, on a envisagé de passer au départ par une agence qui nous aurait fait les cartes. Et finalement, comme il n'y avait pas cette proposition-là, on a décidé de le faire via la cellule Data Innovation. Qu'est-ce que vous parliez d'embaucher des data scientists? Qu'est-ce que vous attendez d'un data scientist? Le data scientist, c'est lui qui va permettre, justement, je parlais des fameuses données, là, les données budgétaires des 56 000 communes en France. Sur 10 ans, ça représente plus de 550 000 lignes dans une feuille Excel, donc c'est quasiment inexploitable. Et en fait, c'est quelqu'un qui va être capable de pouvoir vous dire, bah tiens, à tel endroit, dans telle ville, on voulait faire un peu le palmarès des villes, les bons élèves et les mauvais élèves. Et pouvoir dire, bah voilà... je vais pas prendre un exemple parce que sinon ça risque de froisser quelques personnes, mais il y a des villes qui sont très mauvais gestionnaires et donc du coup ça permet de pouvoir identifier à cet endroit précis, de raconter une histoire. Voilà, pourquoi, remonter un peu sur... Donc c'est quelqu'un qui va être vraiment encore plus le relais entre le journaliste, qui lui n'a pas le temps forcément de pouvoir analyser une base de données de plus de 550 000 lignes, qui va lui la scruter, la dépecer. En fait là on rentre vraiment dans le travail de dentelle, et qui va pouvoir, avec l'interaction avec le journaliste, pouvoir dire, bah là il y a un truc à raconter. Voilà. Alors, en termes d'organisation, non, on a internalisé ça, on a recruté l'équipe. Et en termes de technologie, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui sont en open source aujourd'hui, libres d'accès. Donc on a commencé comme ça en freemium, on va dire. Et puis au fur et à mesure, quand on est monté en puissance, on a commencé à acheter ou à s'abonner à quelques outils qui étaient disponibles. Mais c'est vrai, ça représente vraiment trois fois rien. Là, si, la seule chose qu'on ait faite, c'est de prendre un serveur en plus pour héberger justement tous ces éléments-là. C'est tout. Effectivement, je rejoins ce que vous disiez. Je reconnaissais les mêmes outils que ceux qu'on utilise au quotidien, qui non seulement sont pas chers, même quand on prend des licences, mais en plus sont faits pour que les journalistes puissent se les approprier en direct. C'est-à-dire, c'est vraiment pas des outils de geek. Par exemple, DataWrapper qu'on utilise comme vous, ou de Timeline.js ou d'autres outils comme ça, c'est vraiment des outils que quelqu'un qui n'est pas totalement réfractaire, on va dire, à un ordinateur, à l'informatique et qui se met juste dessus, peut utiliser de manière extrêmement simple. C'est vraiment fait pour être des outils de front office et utilisés comme tels par les journalistes en bac d'ailleurs de manière très très intégrée dans un éditeur. Donc c'est des licences, donc c'est des prestataires d'une certaine façon, mais c'est des licences vraiment pas très chères. Et nous par ailleurs, en revanche, en matière IT, vraiment développement IT lourd, là on passe par des prestataires. On n'a pas recruté, on a hésité entre recruter des gens et prendre des prestataires. Et on a fini par, pour vraiment le développement, le code,
de tout ce qu'il y a derrière la construction des bases de données. Là, on a préféré passer par des prestataires, tout simplement parce que le temps de recrutement et le risque lié à des recrutements de développeurs comme ça, il nous semblait plus important que l'inconvénient de passer par un développeur, par un prestataire. Une agence s'appelle 21 Shop. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Merci beaucoup. Nous, on est vraiment... ouais, alors beaucoup de ces outils-là sont faits pour être des outils responsive. Donc, en tout cas, c'est très très... si c'est bien ça, le sujet sur tous les supports, ça marche très très bien. Voilà. Ouais, alors... Tout à fait. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore développé l'appli parce qu'on développe d'abord notre data center, notre data refinery, et donc c'est quand elle sera prête qu'on fera les applis iOS, Android. Mais pour l'instant, tout est très bien en matière de responsive. C'est-à-dire que les outils de front les plus simples et répandus comme ceux qu'on utilise l'un et l'autre, ça, c'est des outils qui marchent bien en responsive. Donc nous, le site, il était full responsive dans sa conception de départ, donc ça marchait bien comme ça. Oui, alors effectivement, ça c'était dans la feuille de route également, c'était s'assurer que c'était avant tout aussi accessible en mobilité. Comme tu le sais, on a aujourd'hui plus d'audiences qui sont générées vers le mobile, les tablettes que sur les sites web, en tout cas aux Parisiens c'est le cas. Donc ouais, dès le départ, ces outils-là sont full responsive, et pour le gérer dans les applis, on a redéveloppé notre appli qui embarque de plus en plus de la WebView, quoi, de la page WebView. Et ça permet de pouvoir être disponible. Alors après, même si c'est full responsive, il faut faire toujours attention dans le cadrage des dimensionnements des graphiques, parce qu'en fonction du navigateur, des fois ça fait un peu peur. Mais systématiquement, dès qu'on sort un truc en data visualisation, on regarde avant tout d'abord sur le mobile pour voir si ça marche bien. Ouais. Merci beaucoup. Malheureusement, on a peu de temps. Merci Merci à à Eric vous. et Jean-Charles. Merci.